L'alarme incendie retentit, stridente et implacable, mais le bruit ne fait qu'exaspérer davantage les 6 monstres. La plante peut les sentir se rapprocher, dévalant le couloir comme des bêtes sauvages. Des chariots d'urgence abandonnés volent, des fauteuils roulants vides se renversent et tout ce qui se trouve sur leur passage est violemment écarté, sans la moindre hésitation. Ils sont guidés uniquement par un instinct brut et sauvage qui émane de cette masse de chair tuméfiée. Difficile de croire qu'ils furent humains jadis. La plante frappe violemment une paire de portes battantes, mais le poids de quelque chose de l'autre côté les empêche de s'ouvrir. Il y a des lits d'hôpital vides et des électrocardiogrammes débranchés empilés pour former une barricade. Un support pour perfusion est coincé entre les poignées des portes. Affolée, la plante frappe la porte, martelant la surface de ses poings jusqu'à ce qu'il commence à lui faire mal. De l'autre côté de la fenêtre, il aperçoit médecins, infirmières et patients effrayés, recroquevillés loin de la porte. Il crie, insistant qu'il n'est pas l'une de ces choses. Il n'a pas été infecté. Désespéré, il leur montre la peau saine de ses mains et bras, espérant que cela suffira à les convaincre. Sa demande d'entrée semble fonctionner car un infirmier commence à déplacer la barricade pour le laisser passer. Au moment où les portes commencent à s'entr'ouvrir, l'une des créatures surgit au bout du couloir, derrière la plante. Il crie à l'infirmier qui dégage les obstacles de l'autre côté, poussant les portes, bien que la pile de lits et la potence à perfusion les empêchent de s'ouvrir. Dans un geste désespéré, Plan se force à passer par le petit espace entre les 2 portes, malgré la douleur de sentir les portes lui écraser les côtes. Dans un autre cri et un craquement écœurant, Plante passe de justesse alors que le monstre percute les doubles portes, les faisant plier. L'infirmier et les autres personnes présentes s'empressent de remettre la barricade en place. Le bras de la créature traverse les 2 portes, les bloquant. Dans un coin proche, la plante se recroqueville, pliée en 2 de douleur, pleurant des larmes d'horreur. La plante remonte doucement la manche de la blouse de laboratoire dérobée qu'il porte. Sur son bras, il y a des lésions, des marques qu'il se souvient avoir vues sur les patients qu'il a infectés, y compris celui qui essaie d'entrer. Le mandat de la société est simple, infiltrer l'hôpital sous l'identité supposée d'un médecin ordinaire et administrer les échantillons fournis aux patients dans différents services. Considérez l'endroit comme votre labo privé, disent-ils à leur agent infiltré. Bougez aléatoirement pour rester discret et garder un œil sur les données. Ils n'ont pas expliqué exactement ce qu'ils espèrent obtenir de ce test, mais la raison pour laquelle ils gardent tout cela aussi secret est assez évidente. Ces patients sont utilisés comme cobayes pour quelque chose de grand. L'informateur ignore les détails. Son rôle est d'obtenir des résultats, pas de poser des questions. Après environ 1 mois de travail à l'hôpital sous sa nouvelle identité, la première livraison hermétiquement scellée de la société arrive. Il apporte l'échantillon au travail, choisit un patient au hasard et sort l'échantillon, l'administrant au patient pendant qu'il dort. La rougeole est une maladie grave, mais heureusement, le patient avait déjà été vacciné. Le processus se poursuit pendant des mois, tomber malade à l'hôpital est en courant, permettant au plan de rester indétectable. Puis, un jour, la société envoie quelque chose dont elle prend soin de souligner l'importance capitale. Ils n'en diront pas plus, se référant à cet échantillon mystérieux uniquement sous le nom d'échantillon BEA. À l'inverse des autres, la plante capte des consignes distinctes. Exposer autant de patients que possible à l'échantillon BEA, de préférence ceux qui sont proches les uns des autres. Profitant du changement d'équipe à l'hôpital, lorsque le personnel de jour termine son service et que le personnel de nuit s'installe encore, la plante se déplace rapidement et silencieusement. Il se dirige vers un service tranquille, un endroit qui ne sera pas vérifié avant un moment. 6 patients endormis, 6 cobayes, 6 monstres. Depuis la levée de la quarantaine, les immunologistes de la Fondation SCP et d'autres chercheurs spécialisés dans les infections anormales ont examiné les échantillons récupérés et déterminé la cause exacte de l'épidémie. La découverte qui en a résulté a été désignée SCP-253. Un examen approfondi des échantillons cellulaires n'a donné que peu de résultats, la plupart étant des cellules humaines exposées à diverses maladies courantes, traitables ou curables. Parmi les preuves réquisitionnées par les centres pour le contrôle et la prévention des maladies auprès de la société pharmaceutique, Caviardé, un échantillon a été jugé par les analystes de la Fondation comme étant anormal. Au microscope, l'échantillon semblait être un amas de cellules cutanées humaines indifférenciées. Dans ce contexte, le terme « indifférencié » est utilisé pour désigner toute cellule ou tissu qui ne possède pas de structure ou de fonction spécialisées ou matures.
Lorsqu'ils ont croisé ces résultats avec des analyses médicales d'autres formes de cellules indifférenciées, les chercheurs de la Fondation ont rapidement remarqué que l'amas de cellules qu'ils avaient trouvées partageait la majorité des caractéristiques physiologiques avec la plupart des formes de cancer, et en ce qui concerne le cancer, les cellules indifférenciées peuvent croître et se propager rapidement. Avec l'échantillon identifié comme suspect et anormal, la Fondation SCP a immédiatement ordonné des procédures rigoureuses de confinement et de tests. Toutes les expériences devaient être menées dans des environnements stérilisés où les niveaux de pathogènes et les contaminants potentiels pouvaient être strictement surveillés afin d'éviter toute contamination croisée ou le risque d'une seconde épidémie. Les premiers tests consistaient à extraire des cellules de SCP-253, les placer dans des conditions contrôlées, favorisant la croissance cellulaire et observer tout développement anormal. Les biologistes spécialisés dans l'anormal cultivaient des échantillons de cellules anormales de SCP-253, les isolant des tissus vivants pour observer leur comportement. Ils connaissaient déjà SCP-253, ce qu'ils cherchaient à déterminer, c'était si cela agirait comme un cancer, en se développant et en se divisant à un rythme incontrôlable, attaquant les cellules saines en interférant avec les signaux corporels qui régulent normalement leur croissance. Les recherches de la Fondation sur les cellules de SCP-253 en culture contrôlée ont rapidement confirmé un schéma inquiétant. Les cellules se comportaient de façon remarquable comme des tissus cancéreux agressifs. Si les cellules recevaient une source de nutrition adéquate et régulière, elles continuaient à croître jusqu'à se détacher et se multiplier. Il semblait, au rythme de la mitose observée, que ces cellules anormales pouvaient potentiellement croître indéfiniment si elles avaient un accès constant à la nutrition, comme si elles se trouvaient dans un tissu humain vivant. Un confinement d'urgence du site de la Fondation, caviardé, a été déclenché peu après la fin des premières semaines de tests. Un employé de recherche non identifié a accédé au labo où les cultures cellulaires du SCP-253 étaient examinées. Il reste à ce jour incertain pourquoi ce chercheur a choisi d'entrer de force dans une zone restreinte et contrôlée sans prendre les mesures de sécurité adéquates. Toute communication qu'ils auraient pu recevoir avant la tentative a été perdue, car le disque dur de leur ordinateur personnel a été retrouvé dissous à l'acide, tout comme la carte Subscriber Identity Module de leur téléphone portable. Une enquête ultérieure menée par le Bureau des affaires internes de la Fondation SCP a conclu que cet individu aurait pu accepter un pot de vin de la société pharmaceutique Redacté ou d'un autre groupe d'intérêt anormal afin de récupérer des échantillons du SCP-253 et de les remettre à ce bienfaiteur non identifié. Cependant, la tentative de vol de ce matériel anormal dangereux et le confinement qui a suivi ont conduit à la découverte des principales propriétés anormales du SCP-253. Les équipes de biologie de la Fondation chargées des tests de culture cellulaire ont été piégées dans l'aile de tests biochimiques du site Redacté, le protocole exigeant une quarantaine de 72 heures minimum pour prévenir la propagation d'agents pathogènes anormaux. Les chercheurs ont examiné ce qui était arrivé aux voleurs potentiels du SCP-253 durant ce temps. En observant les laboratoires d'essai, ils ont rapidement découvert que le SCP-253 était contagieux. Bien que son comportement cellulaire ressemble à celui d'un cancer, l'anomalie pouvait se transmettre d'humain à humain et pouvait même infecter certaines espèces animales spécifiques. Ce phénomène a été observé quand des souris de laboratoire, relâchées de leur cage, sont entrées en contact avec les restes d'un membre du personnel infecté par le SCP-253. Les chercheurs ont noté que le SCP-253 ne semblait pas être un agent pathogène aéroporté, malgré l'obligation pour le personnel de porter des combinaisons asthma et des appareils respiratoires pendant la quarantaine. Au lieu d'être inhalé, le SCP-253 se propageait par contact physique direct. Un examen approfondi ultérieur révélerait que lorsqu'une personne non infectée touchait les néoplasmes de surface, également appelés tumeurs, d'un sujet infecté, la condition commençait à l'affecter elle aussi. Cela a conduit certains chercheurs à désigner le phénomène comme la peste du cancer. Le premier symptôme d'une infection par SCP-253 apparaît dans les premières heures suivant le contact. Cela se manifestera sous la forme de lésions cutanées qui commencent à apparaître par groupes de 3 à 5 situés au point d'infection. Chez l'humain, ces lésions ont généralement un diamètre d'environ 2 cm, soit la taille d'une pièce de 10 centimes. Dans les 12 heures suivant l'apparition de la première lésion, l'infection provoquera des tumeurs dans le cerveau du sujet infecté. Les imageries par résonance magnétique ont confirmé la présence de néoplasmes chez chaque personne exposée au SCP-253 chez les sujets testés ultérieurement. Cependant, aucune manifestation neurologique n'accompagne ces excroissances.
Les symptômes généralement associés aux tumeurs cérébrales tels que maux de tête, épilepsie, nausées, vomissements persistants, somnolence, troubles visuels ou d'élocution, problèmes de mémoire ou changements de personnalité sont absents chez les personnes infectées par le SCP-253 à ce stade. Cela rend la détection précoce difficile sans l'utilisation de l'imagerie par résonance magnétique. L'état s'aggrave ensuite au cours des 24 à 48 heures suivantes. Les sujets de test à la Fondation SCP exposés à SCP-253 après le confinement ont donné plus d'informations sur ce qui était arrivé au corps du voleur non identifié qui avait été infecté. Les lésions cutanées présentes sur la peau d'un sujet infecté commencent non seulement à augmenter rapidement en taille, mais aussi en nombre, apparaissant et se développant sur tout le corps. Ces lésions peuvent entraîner un gonflement important des tissus environnants et de nombreux sujets interrogés à différents stades de leur infection ont rapporté que cela leur causait de fortes douleurs. La Fondation a pu déterminer qu'en laissant cette douleur non traitée, un sujet devient physiquement diminué au point de ne plus pouvoir se déplacer. Vers 48 heures après une infection par SCP-253, les patients touchés par la peste cancéreuse commencent à présenter un certain nombre de symptômes neurologiques qui ont été attribués à un nombre accru de néoplasmes. Les symptômes apparaîtront dans le système lymphatique du sujet, composé des ganglions, tissus et vaisseaux lymphatiques qui régulent les fluides corporels et défendent contre les infections. Les symptômes neurologiques présentés par chaque personne infectée contractant SCP-253 ont varié selon les cas. Les experts de la Fondation en neurologie anormale ont examiné les scanners de chaque cas connu d'infection par SCP-253 et ont déterminé que les symptômes sont probablement dictés par la zone du cerveau contaminée par les cellules cancéreuses invasives de la peste. Les sujets de test présentant un niveau plus élevé de tumeurs dans leur hippocampe et d'autres structures du lobe temporal étaient plus susceptibles de souffrir de troubles de la mémoire. Pendant ce temps, ceux dont l'amygdale, la zone du cerveau responsable du traitement émotionnel, était davantage affectée, présentaient donc des signes de réponse émotionnelle altérés, en particulier lorsque l'infection leur était expliquée. Un membre de classe D ayant des tumeurs dans l'amygdale a subi une rupture psychologique en apprenant que la Fondation lui avait administré un cancer infectieux. Ils ont ri de manière hystérique jusqu'à en vomir et s'abîmer définitivement les cordes vocales. D'autres sujets ont signalé une incapacité à concentrer leur attention ou ont présenté une désorganisation de leur discours en raison de l'impact neurologique de SCP-253. Des hallucinations sont survenues chez certains sujets humains, tandis que d'autres ont éprouvé des états d'euphorie, de mégalomanie, de sociopathie, voire une catatonie complète, à mesure que les néoplasmes s'accumulent dans leur système lymphatique et leur cerveau. Entre 47 et 49 heures et après l'infection initiale, les patients ne ressentiront plus aucune douleur liée à leurs symptômes, toute douleur provoquée par les lésions ou toute douleur neurologique, comme les maux de tête, cessera à ce stade. Lors d'essais sur des humains, la Fondation a choisi au hasard des membres du personnel de classe D pour un traitement visant à atténuer les effets de leur néoplasme à croissance rapide. Des essais de radiothérapie et chimiothérapie ont été menés, cette dernière pouvant tuer certaines cellules anormales du SCP-253. Cependant, ces effets étaient minimes. Un mélange à forte dose de mitoxantrone, d'irinotécan et de décarbazine est considéré par les équipes de biologistes de la Fondation comme pouvant traiter le SCP-253 peu de temps après l'exposition, mais il est incapable de contrer efficacement la peste cancéreuse une fois que la maladie s'est installée dans un corps humain. On ignore toujours la période idéale pour administrer une chimiothérapie après une infection par le SCP-253. Les estimations indiquent que si cela n'a pas lieu dans les premières minutes suivant le contact avec un autre sujet infecté, il y a peu de chances de sauver le patient. En moins de 5 jours, les symptômes d'une infection par le SCP-253 vont de nouveau s'aggraver. Si la masse de cellules cancéreuses anormales atteint un seuil de biomasse d'environ 3100 livres, elles submergeront l'hôte infecté. Le décès du sujet survient à ce stade. Sans transfert à un nouvel hôte, les cellules cancéreuses continuent leur croissance et propagation rapide de manière posthume. Ces cellules deviendront extrêmement agressives, consommant toute biomasse restante du cadavre de leur hôte. S'ils ne parviennent pas à consommer suffisamment de ressources, les cellules du SCP-253 commenceront à mourir, à moins qu'elles ne soient contractées par un autre hôte vivant. Néanmoins, les chercheurs confinés ont observé un effet anormal additionnel de la peste. Le corps du voleur présumé a été conservé dans le laboratoire d'essai, semblant être décédé peu de temps après avoir été infecté, mais avant que cette infection ne soit découverte, moment où le confinement a été déclenché.
Malgré la quarantaine obligatoire de la Fondation, la masse de cellules cancéreuses dans le cadavre et les souris de laboratoire infectées à proximité a continué de croître après la mort du sujet. Les chercheurs ont observé un phénomène étrange à l'intérieur de l'hôte décédé après avoir atteint un certain seuil. Elle a commencé à bouger. Des phénomènes électromagnétiques semblent se produire lorsque ce seuil de masse est franchi. Et bien que le mécanisme exact de cette manipulation électromagnétique ne soit pas entièrement compris, il semble émaner des sujets infectés eux-mêmes. Lorsque cela s'est produit pendant le confinement du site caviardé, les équipes de recherche piégées avec le cadavre infecté et les rongeurs porteurs du SCP-253 ont paniqué. Il est apparu que les émanations électromagnétiques se produisant chez les sujets infectés facilitaient une sorte de communication partagée entre plusieurs hôtes porteurs de la peste. En coordonnant leurs mouvements à travers leur néoplasme, le cadavre et les souris infectées dans le laboratoire ont commencé à se déplacer et à agir comme une seule entité, répartie dans plusieurs corps. Tragiquement, les équipes de recherche biologique de la Fondation ont tenté de fuir l'aile de tests biochimiques, mais n'ont pas pu sortir à cause du confinement obligatoire en vigueur. Alors qu'ils suppliaient le personnel de haut rang de la Fondation par radio de lever le confinement, l'entité infectée a réussi à s'échapper du laboratoire. La créature a été observée via les caméras de sécurité. L'analyse de son comportement a permis de conclure que son intelligence repose sur une gestalt des tissus cérébraux restants au sein des hôtes SCP-253. Dans ce cas, il ne restait que très peu du cerveau du sujet humain, complété uniquement par les souris infectées qui faisaient désormais partie de la même entité. Elle était extrêmement réactive aux stimuli et de nature animale, ce qui la poussait à réagir de manière défensive lorsque les membres de l'équipe de recherche piégée avec elle tentèrent de combattre la créature. Il a depuis été émis l'hypothèse qu'une entité infectée de cette nature pourrait posséder un niveau d'intellect presque humain, si suffisamment d'hôtes SCP-253 pouvaient être combinés en utilisant cette méthode. Les recherches sur la découverte de SCP-253 semblent indiquer que les incidents les plus troublants survenus à l'hôpital censuré étaient le résultat de manifestations de ce type. Les recherches visant à tester le seuil exact de biomasse provoquant ces manifestations chez les sujets humains ont été refusées par le comité d'éthique de la Fondation. Toutefois, la décision de tester la biomasse dans des échantillons de culture cellulaire contrôlés reste en suspens. Jusqu'à ce que la Fondation soit en mesure de bloquer la manipulation électromagnétique qui crée l'une de ces entités infectées à un stade avancé, la manifestation de toute créature SCP-253 fusionnée doit être empêchée à tout prix. Les échantillons des cellules anormales de SCP-253 doivent être manipulés avec le plus grand soin. La Fondation SCP attend que des traitements anticancéreux plus efficaces soient rendus publics, car une utilisation plus large leur permettra de contrer toute infection future de la peste cancéreuse. Les expériences impliquant l'utilisation de SCP-427 pour contrer SCP-253 ont été approuvées. SCP-427 est un médaillon anormal capable de régénérer toutes les formes de dommages corporels, ainsi que de guérir les infections et d'améliorer l'efficacité de tous les systèmes corporels de la personne qui le porte. Cependant, une utilisation prolongée de SCP-427 transforme l'utilisateur en une grande masse de chair violente. Les premiers résultats des tests n'étaient pas encourageants, car malgré l'efficacité de SCP-427 pour traiter d'autres formes de cancer, il semblait accélérer le taux de croissance des tumeurs chez les personnes infectées par SCP-253 au lieu de les réduire. Les sujets ont été éliminés avant d'atteindre le seuil critique qui aurait déclenché la manifestation d'une créature. Les requêtes pour permettre aux patients de dépasser ce seuil sont encore en suspens. À l'heure actuelle, SCP-253 représente une menace claire et constante pour la vie humaine. La Fondation a instauré des protocoles de biosécurité de niveau 4 pour protéger l'humanité et éviter une épidémie massive de la peste cancéreuse. Les recherches sur les échantillons de SCP-253 doivent être effectuées au site rédigé, l'une des installations les plus isolées de la Fondation. Les protocoles d'incinération et d'irradiation peuvent être appliqués rapidement ici, le site ne possédant pas une biosphère assez diversifiée pour une propagation aisée des contaminations. Si l'un des événements suivants survient, les protocoles de stérilisation seront appliqués. Si une coupure de communication sur le site caviardé dure plus de 48 heures, une interruption d'électricité de plus d'une minute, ou lors d'une expérience sur SCP-253, une augmentation anormale de température de plus de 11 degrés Fahrenheit ou du taux d'humidité jusqu'à 90%, le site sera stérilisé.
Cela se produira également si des phénomènes électromagnétiques inhabituels sont détectés. Lors des tests avec SCP-253, à la fin de chaque expérience, les sujets ayant été exposés à SCP-253 doivent être éliminés et leurs restes sont également soumis au protocole de stérilisation. Tout chercheur quittant le site Mocaviardé doit suivre 2 semaines de chimiothérapie obligatoire en cas d'infection accidentelle, suivie d'une quarantaine supplémentaire de 15 jours. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-420, affection cutanée agressive,